toutes et à tous, bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui, l'actualité en débat. Nous sommes le mardi 7 avril 2020 pour débattre de l'actualité. Aujourd'hui, je suis avec Germain Pouli, le directeur de publication du journal Togo Réveil. Germain, bonjour. Anita, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Ça fait un bon moment, hein? Comment ça se passe le travail à la rédaction de Togo Réveil? Oui, grâce à Dieu. À cette situation. Oui, c'est vrai, grâce à Dieu, ça va. Nous essayons de suivre et de respecter les mesures, les gestes barrières, comme on dit, édictés par les autorités. Et maintenant, on prie. Après ces mesures, il faut beaucoup prier parce que le mal est réel. Et il est surprenant, on n'est pas totalement à l'abri parce qu'il faut le rappeler, c'est un virus invisible qui atteint n'importe qui et n'importe quand. Donc on prie beaucoup. Et le kiosque, j'espère que le kiosque ouais, n'a pas été affecté. Le kiosque, que vous êtes également le premier responsable du kiosque des produits togolais. Oui, nous avons fermé le kiosque la semaine dernière parce que, comme on le disait, nous avions un petit espace de dégustation. Et à partir du moment où quelques personnes peuvent se rassembler, ça va augmenter le risque de contagion. Donc nous l'avons simplement fermé. Et on espère les jours meilleurs pour le rouvrir. Je l'espère également. Notre second invité, Adam Adjonou, il est souvent avec nous les jeudis, mais aujourd'hui, il a préféré passer un mardi. Adam, bonjour. Bonjour Anita, bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Espoir 47. Les mesures de prévention continuent au sein de votre rédaction, j'espère. Oui, naturellement, vous savez, cette pandémie de Covid-19 est venue bouleverser les habitudes, mais je pense qu'au fil du temps, on s'habitue tant bien que mal. C'est difficile, mais je pense que c'est un sacrifice qui nous interpelle tous et on fait avec. Et on doit faire avec et prions fort que cette situation passe rapidement. Nous l'avons déjà annoncé dans l'introduction, le mal du siècle, c'est le Covid-19. Le nombre de cas confirmés augmente dans notre pays. Selon les chiffres communiqués hier, on dénombre 58 cas confirmés avec 32 cas actifs, 23 guéris et 3 décès. Mais avant de parler du coronavirus, une bonne nouvelle, peut-être le prix des produits pétroliers à la pompe a baissé. La nouvelle est tombée depuis hier. Oui, la nouvelle est tombée hier. Nous l'attendions. Nous l'avions annoncé. Vous l'avez même annoncé pour la simple raison sur que votre site. Voilà, le gouvernement a dévancé un peu pour une fois les événements pour annoncer ces mesures-là qui devaient arriver et qui a été saluée. Qui est en train d'être salué d'abord donc depuis hier. On se demandait les mesures d'accompagnement pour permettre de sortir de cette crise à partir du moment où le pouvoir d'achat de tous les citoyens est désormais touché. Les gens n'ont plus les mêmes capacités qu'avant. Il fallait que l'État fasse quelque chose. L'État a fait un effort au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité. Et le carburant est un bien aussi qui influence la cherté de la vie. Et donc, une réduction donc, du prix de ce carburant et des autres produits pétroliers ne peut qu'être saluée parce qu'elle va amortir un peu le choc. Donc, c'est une décision qui est arrivée à point nommé. Et on attend encore d'autres décisions liées notamment au secteur des transports. On sait qu'il y a eu un report des dernières mesures, donc jusqu'au 11 avril prochain. Oui, on va aborder le sujet tout à l'heure. Voilà, donc on salue cette baisse des prix-là, des produits pétroliers, et on encourage le gouvernement à poursuivre avec de telles mesures pour permettre aux populations de mieux contenir et de mieux supporter cette crise-là. Adam, ouf de soulagement, on peut dire. Vous savez, tout ce qui peut alléger la tâche à la population, ce qui concerne aujourd'hui la vie, le coût de la vie, qui par le passé n'était pas aussi moins évidente que ce que nous traversons aujourd'hui, mais cette perturbation due au Covid-19
a fait que l'on ressent aujourd'hui un peu plus les difficultés dont on ne pouvait même pas dissocier le cours normal de la vie que nous avions aujourd'hui. Donc ça fait que cette mesure, elle est à saluer. Mais je pense qu'en termes de communication, comme d'ailleurs même cela tend à diviser d'ailleurs même l'opinion aujourd'hui, c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, ça peut soulager les peines, c'est bien, mais au-delà de tout, je pense que cette situation avait par le passé fait la une d'énormes discussions aussi bien sur les plateformes, les réseaux sociaux, même dans certains journaux, parce que très longtemps, déjà ça fait 3 mois que le coût du baril a diminué sur le marché international et beaucoup se posaient la question, qu'est-ce qui peut motiver le fait que le Togo n'a pas pris en compte, disons, le fait que le coût du baril soit diminué sur le marché international mais n'impacte pas en fait le coût que nous achetons aujourd'hui. Les explications d'un certain nombre d'experts laissaient présager que le gouvernement, ou d'ailleurs même lorsque vous allez dans tous les pays, ce n'est pas seulement le cas togolais, qu'on fait déjà des commandes sur le temps. Donc aujourd'hui, même s'il y a l'influence sur le coût, il faudrait quand même que ce que le gouvernement a commandé dans le temps puisse s'éponger avant même d'impacter ou du moins d'aller à une diminution de prix. Mais aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans une situation particulière, il est difficile aujourd'hui de dissocier en fait cette diminution due à la réduction du coût du baril à l'international et comparer aujourd'hui aux mesures que le gouvernement essaie de prendre pour alléger à cette situation de Covid. Donc, voilà pourquoi je dis aujourd'hui qu'il faudrait qu'on ait une communication assez saine sur la question pour situer l'opinion. Parce qu'il ne faut pas quand même qu'on fasse aussi de l'amalgame ou carrément qu'on mélange un peu les pédales dues à la diminution du coût du baril au marché international avec les mesures réelles prises par le gouvernement. Parce que je sais par le passé, le gouvernement n'a pas annoncé cette mesure-là comme étant une mesure prépondérante dans la prise en charge des mesures que, du moins, c'est la population d'une manière ou d'une autre essaie d'exiger en ce qui concerne donc la diminution des prix. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que la communication tienne, qu'on ait une communication saine pour situer l'opinion. C'est vrai, j'aimais l'aborder tout à l'heure, vous l'avez dit qu'on va aborder le sujet. Je pense que le moment est venu en ce qui concerne le transfert de la chose. On parlera du transport en commun. Eh bien, j'ai annoncé quelques chiffres publiés hier. Tout à l'heure, Adam, dites-moi, la situation devient de plus en plus alarmante. Oui, très inquiétante dans la mesure où nous sommes passés d'un cas et aujourd'hui nous sommes presque à une 60aine. C'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois, les Togolais dans leur grande majorité, au moment où le premier cas avait été annoncé, beaucoup relativisaient encore le mal. Aujourd'hui, Dieu merci, beaucoup comprennent et ont commencé par prendre conscience de ce mal-là. En témoigne d'ailleurs même aujourd'hui l'accommodation de ces mesures barrières-là qui causaient entre-temps problème. Aujourd'hui, nous pensons que la quasi-majorité de la population, ou presque, a pris conscience et a commencé plus ou moins à respecter ces mesures barrières-là, parce que chaque jour que Dieu fait, nous constatons qu'il y a toujours des cas testés positifs. Donc ça vous a dit que le mal est beaucoup plus à nos portes. Et je pense que ce sacrifice-là interpelle tous et nous devions réellement les respecter. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un pas de positivité qui est aussi constaté parce que le Togo est vu aujourd'hui comme étant l'un des meilleurs pays où le taux de guéris est assez évolué, élevé. Et je pense que c'est aussi une bonne nouvelle. Mais cela ne devrait pas nous amener à dire que, au vu du fait que nous avons des professionnels qui essaient tant que mal d'agir sur ou d'impacter réellement le nombre de guéris, cela ne devait pas nous amener à nous soustraire en réalité de ces mesures barrières-là. Nous devons toujours continuer la sensibilisation pour que beaucoup, ceux qui n'ont pas encore pris donc la mesure de la chose, puissent le faire pour que nous ayons un même niveau de compréhension de la chose et éviter davantage le mal. Et voilà, Germain, situation alarmante vu les chiffres qui s'annoncent chaque jour maintenant avec les cas de contamination élevés du jour au lendemain. Oui, c'est alarmant parce que en un mois, nous approchons, nous sommes dans la 60aine, pratiquement 60 cas. On attend les chiffres qui seront communiqués aujourd'hui. Oui, et là c'est vraiment inquiétant parce que ça paraît lent, on dit 2 cas, 3 cas, 5 cas, mais bon, là on arrive à 8 cas et tout ça, donc je crois que c'est assez inquiétant, surtout qu'il y a des centaines d'autres personnes qui sont en quarantaine.
qu'on appelle des personnes en contact qui malheureusement ont pu... 450 contacts. Pardon? 450. Oui, 450 contacts, donc qui ont malheureusement eu des contacts, comme on dit, avec les personnes testées positives. Et donc, par exemple, hier, le nombre de cas qui a grimpé en flèche a été dû notamment à cela. Il y avait au moins 6 personnes donc, qui ont été testées positifs donc, hier et qui faisaient partie de ces cas-là. Et donc, aujourd'hui, c'est inquiétant parce qu'à partir du moment où ça se multiplie, il y a un avocat qui a essayé de faire une analyse la semaine dernière, maître Martial Akako, qui montrait un peu la situation dans certains pays, en Europe surtout, il y a 2 mois. Et donc ça a été très vite. Et là encore, nous sommes dans des pays où le système sanitaire est beaucoup plus évolué que le nôtre, mais ils ne s'en sortent pas. D'où l'inquiétude dans nos pays parce que tel que ça évolue, si nous n'avons pas la chance, si la plupart des citoyens continuent par vivre comme avant, je pense que ça va être beaucoup plus inquiétant ce qui va se passer dans nos pays. Et la tendance mondiale, c'est à la hausse. Les cas de contamination augmentent, même si dans certains pays lourdement touchés comme l'Espagne et l'Italie, par moment on dit que ça a baissé, mais ça tourne toujours autour de 500, 600 morts, voire 700 morts par jour. Et c'est remonté encore hier. Et donc, il n'y a pas vraiment d'espoir. Le seul espoir, c'est le respect strict des mesures. Et puis, je le disais en début de cette émission, il faut beaucoup prier, parce que humainement, on va prendre en compte ces mesures-là, mais après, il faut aussi prier. Et donc, c'est inquiétant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec ces 58 cas, on n'attend pas, on espère que cette journée ne va pas voir. Parmi les cas confirmés, on a annoncé 2 enfants de 3 ans, mais auparavant, si vous suivez les analyses, on disait que les personnes âgées étaient plus exposées. Oui, bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une maladie que les gens ne maîtrisent pas. Et quand vous voyez tous les comportements et tout ce qui a été dit sur la maladie, les choses changent et évoluent tout le temps. Vous savez, les cache-nez qu'on portait dans certains pays, on avait carrément interdit ça aux gens. C'est ceux qui étaient malades, ceux qui pouvaient porter ça pour protéger les autres, et le corps médical qui avait droit à des masques beaucoup plus renforcés. Mais après, il y a 3 jours en France, ils sont systématiquement revenus sur la question. Ils ont commandé, je pense, 2 milliards de masques. Et le port du masque est en train d'être obligatoire, comme dans certains pays africains, comme le Maroc. Donc, le mode de transmission de la maladie a beaucoup évolué. En tout cas, la connaissance de ces modes-là a évolué. Et puis, pendant longtemps, il y avait même eu des rumeurs qui disaient que la chaleur en Afrique et les Africains étaient plus protégés. On a vu plein de... Il y a plein de décès en Afrique. Voilà, plein de Français d'origine africaine, par exemple, sont décédés. Dans les plus illustres sont Manu Dibango et Pape Diouf, l'ancien président de Marseille. Donc après, on nous avait dit que c'est seuls ceux qui sont âgés de plus de 50 ans. Mais il y a plus d'1 mois, il y a eu un premier cas en Australie où la personne avait moins de 40 ans. Après, on nous avait dit que les enfants étaient plus ou moins naturellement protégés et tout cela. Et donc, on vient de se rendre compte qu'il n'en est rien. Même avant le Togo, des enfants aussi ont pris cette maladie ailleurs dans le monde. Donc, les scientifiques ne sont pas totalement situés. Ou peut-être s'ils le sont, ils n'ont pas envie de nous dire toute la vérité parce que la panique risque d'être un peu trop grande. Mais je pense que certaines mesures ont fait leur preuve.
dans certains pays, surtout en Asie, comme la Corée du Sud, un peu Hong Kong, un peu la Chine aussi. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas à se dire que telle race, tel âge, ou tel sexe, ou telle activité, ou telle chose peut nous naturellement nous protéger de ce mal-là. C'est un peu déplorable que les enfants soient atteints. Et je suivais la vidéo d'une dame qui est malheureusement partie par ce coronavirus, qui expliquait comment elle était inquiète quand elle a eu son résultat et savait qu'elle était testée positive. Et elle ne voulait plus voir ses enfants. Elle ne voulait pas les toucher, elle voulait les protéger, donc en s'écartant d'eux. C'était une situation assez difficile. À partir du moment où cette maladie, malheureusement, avant on avait dit en 2 semaines, on peut déjà faire les signes, on peut savoir, mais certains chercheurs vont jusqu'à 3 semaines et plus aujourd'hui. Ce qui fait que plusieurs personnes peuvent être contaminées, mais être des porteurs sains, et donc ne pas savoir qu'ils sont malades et donc pouvoir contaminer. Et donc avec cette situation des enfants, ça devient de plus en plus inquiétant. Et une fois encore, nous nous invitons au respect strict des règles barrières. Eh bien, Adam, l'autre inquiétude, c'est la chaîne qu'aurait créée les 450 cas. Oui, les 450 cas contacts. Est-ce que ces personnes pourront retracer leur parcours, leur mouvement aux autorités pour qu'on puisse prendre en charge ces personnes-là qu'ils ont eu à contacter eux aussi? Oui, depuis un moment, je pense qu'on les appelle les mesures d'endiguement et partout ailleurs, que ce soit en Occident, ils l'ont essayé. Et chez nous, en Afrique, ça marche parfaitement bien, puisque ces mesures d'endiguement qui consistent à pouvoir repérer un cas testé positif et assurer toute la chaîne de contact et à pouvoir les mettre en quarantaine et voir naturellement s'ils ont été contaminés et pouvoir dégager parmi eux s'ils sont testés positifs, donc opérer donc le traitement qui va avec. Je pense qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes, je pense qu'il n'y a même pas à débattre sur la question. C'est vrai, il est totalement difficile des fois de pouvoir tracer, faire la traçabilité de nos mouvements par jour, parce que vous savez, nous les humains, il est rare de pouvoir rester sur place. Comme le disons, il y a des gens de terrain, comme ceux qui exploitent un peu les bureaux, qui peuvent d'une manière ou d'une autre avoir des mouvements assez limités. Mais pour la plupart de cas, je pense que c'est faire en sorte que l'efficacité de cette mesure-là puisse être davantage prouvée, pour que ces gens-là ne puissent pas perdre de vue un peu les chaînes de liaison qu'ils ont eu à traverser durant des moments et réellement pouvoir appeler ces gens-là, pouvoir les mettre en quarantaine et voir éventuellement s'ils sont porteurs de cette pandémie-là. Cela pouvait réellement aider à l'efficacité naturelle de cette mesure d'endiguement, sans quoi je pense que nous irons de contamination en contamination, mais aujourd'hui je crois savoir que cette mesure-là marche d'une manière excellente, aussi bien au Togo comme partout ailleurs en Afrique. Je pense que c'est une mesure à encourager ceux-là qui sont testés positifs à pouvoir faire preuve de beaucoup d'audace, à pouvoir donc faire la traçabilité des contacts qu'ils ont eu, de leur mouvement, des contacts qu'ils ont eu, donc pour pouvoir les mettre en quarantaine. Puisque c'est d'ailleurs même les nombres de cas aujourd'hui testés positifs, c'est parmi ces gens-là, ça voudrait dire que c'est une mesure qui marche efficacement. Eh bien, parlons maintenant des dispositions prises par le gouvernement pour stopper la propagation du virus et des mesures d'accompagnement. L'une des dispositions qui inquiète beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est la suppression d'un certain corps de métier, notamment les EM, pendant une période donnée, et ça prendra effet réellement à partir du 11 avril prochain. Comment se débrouiller les Togolais maintenant pour se déplacer, comment ces EM-là. Oui, moi je pense que c'est vrai que nous paniquons, mais notre pays n'est pas encore dans la zone rouge, donc des pays qui ont atteint un certain nombre de contaminations et qui sont qualifiés de
pays zone à risque. Mais en même temps, nous savons aujourd'hui que c'est parce que ailleurs dans le monde, les autorités ont hésité ou ont négligé de prendre assez rapidement des mesures fortes, que la pandémie s'est répandue et qu'elle n'est plus maîtrisable. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons être un peu libres, faire un minimum d'activité avec ces restrictions de liberté, ou est-ce qu'on veut arriver peut-être à une situation qu'on ne souhaite pas et qui va pousser le gouvernement à décréter un confinement total, qui fera que on va plus dire aux émigrants de ne pas travailler, pas seulement eux, on va plus dire aux conducteurs de ne prendre que 3 personnes, 2 devant, 2 derrière, mais on interdira simplement aux gens de sortir. Ils sortiront avec des autorisations, ils sortiront exceptionnellement pour aller s'acheter de quoi manger ou de quoi se soigner, mais ça va être très compliqué. Et donc je crois qu'il vaut mieux, parce que on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et je disais tantôt que nous-mêmes, au niveau du kiosque, d'abord on a fermé, au niveau de la rédaction, on est beaucoup plus actif que sur le site, on ne se voit presque pas. Donc toutes les activités sont au ralenti, ce n'est pas seulement seul des taxis-motos, c'est tout le monde qui voit cet impact-là. Et donc je pense qu'à partir du 11, le gouvernement pourra déjà trouver des mesures pour pallier la situation, des mesures. Quelles mesures, par exemple? Si on sait que sur toutes les lignes, il n'y a pas de taxi, il faut faire une certaine distance à beaucoup. Oui, mais en fait, ce que j'allais dire, nous ne sommes pas obligés de nous déplacer. Parce que nous sommes en train de ressembler à une situation de guerre. Il y a certaines personnes qui continuent de travailler. Non, mais si vous êtes dans une situation de guerre, vous n'allez pas aller travailler. Si on tire, ce coronavirus, c'est exactement comme si on était en guerre. Sauf que nous ne voyons pas les balles, nous n'entendons pas les balles siffler, nous n'entendons pas le bruit, mais il y a quand même des morts, des dégâts qui sont en train d'être causés. Et là, nous malheureusement, nous réfléchissons comme si on était en situation normale. Et nous avons envie de nous comporter comme si on était en situation normale. Mais malheureusement, on ne le souhaite surtout pas. Il peut arriver une période où tout ça va échapper au gouvernement et à tout le monde. Et en ce moment, le gouvernement dira personne ne sort. Mais malheureusement, dans les hôpitaux, il y aura une situation peut-être qu'on ne pourra pas gérer. Donc je crois que l'exemple des autres pays devra nous servir. C'est vrai que chacun se dit, mais il faut que je sorte pour trouver à manger, parce que si je dois rester chez moi, il faut que je mange, il faut que j'aille travailler. Mais imaginons que si nous étions en guerre, est-ce que quand les coups de fil et les coups de feu sont tirés par-ci par-là, est-ce qu'on va dire il faut qu'on aille travailler pour manger? Donc je crois que c'est à cela que nous devrons penser et pouvoir respecter ces mesures-là. Maintenant, nous sommes des pays pauvres. Nous ne sommes pas comme certains pays en Occident où des milliards d'euros sont injectés pour aider la population. Ici, on ne peut pas. Donc, il faut que le gouvernement fasse cet effort-là. On reviendra dans quelques instants parler des mesures d'accompagnement. Bon, dans ce temps, Adam, dites-moi, quel impact cela peut avoir sur le quotidien du Togolais? La suppression du zèbre pendant une période. Oui, vous savez, lorsque cette mesure a été annoncée, c'est vrai, la population était dubitative à un moment donné, mais lorsque vous prenez les choix, le choix des restrictions et de certaines mesures, ce sont des choix qui sont pris, disons, dans la précipitation, et on l'a vu, l'efficacité est mise en mal. C'est le cas par exemple des IM, parce que lorsque les gens essaient de faire un petit parallèle, lorsqu'on dit par exemple au niveau des taxis, il faut limiter que vous n'ayez que 2 personnes derrière, 2 devant. Et ce systématique. Une personne derrière, une personne. Ouais, plus le chauffeur, ça fait toujours 2, 4 sur 5. Donc, est-ce que on peut dire aujourd'hui que lorsque vous transportez un passager, lorsqu'on estime peut-être que sa vestimentaire peut quand même avoir des éléments de contamination, les taximans ne lavent pas automatiquement le siège qui a servi à prendre un autre passager
avant de prendre une autre personne. Donc aujourd'hui, on le voit avec les émigrants. Si peut-être le gouvernement estime que les émigrants sont plus emprunts donc à la contamination, je pense que c'est une mesure d'ailleurs même, quel que soit avec les mesures d'accompagnement qui iront avec, c'est une mesure qui ne marchera pas. Parce que la plus-value va être rejetée tout simplement sur la population, celle-là qui a pour unique élément de locomotion les aidements. C'est obligé parce que les aidements va chercher des voies de contour justement pour ramener au lieu indiqué, mais la charge va être portée par la population. Soit ce qu'on va arriver à faire, c'est totalement de confiner entièrement la population en disant que personne ne sort. Est-ce que le Togo dispose d'assez de moyens? Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas seulement le Togo, parce que nos économies sont des économies assez faibles, et comme a eu à indiquer le président béninois, il a été clair, et je pense que la population, d'une manière ou d'une autre, a senti au président béninois qu'il y avait une sorte d'objectivité. Parce que dit les mesures que nous mettons en place, des installations pour prendre en charge les malades, mais nous n'avons pas de moyens pour demander à la population de rester chez soi. Parce que c'est inadmissible qu'on puisse demander à une population de rester chez soi. Or, des gens mangent souvent de la mer à la bouche, c'est le quotidien qui les font vivre. Mais aujourd'hui, lorsqu'on interdit aux émigrants, je pense qu'en amont, beaucoup savent que c'est une mesure qui ne marchera pas, mais on tente de le faire. Voilà pourquoi d'ailleurs même pour nous, notre publication de ce matin, nous avions dit qu'il faudrait quand même qu'on pense aux mesures les mieux adaptées. Parce que ça ne sert à rien de prendre des décisions aujourd'hui politiques. Ça, on estime que c'est une décision politique qui ne marchera pas. Parce qu'on n'a pas des moyens aussi de mettre les gendarmes derrière chaque maison pour demander à un immigrant de ne pas sortir. On n'aura pas de moyens aussi pour réellement vérifier l'efficacité de cette mesure-là. Donc moi je me dis, c'est une mesure avec même des mesures d'accompagnement qui ne marchera pas. Il faudrait réellement qu'on continue la sensibilisation. Je vous donnerai l'occasion tout à l'heure de commenter cet article-là. Nous allons le passer en image également. Germain, parlons de mesures d'accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui, le Togo dispose d'assez de moyens pour accompagner ces personnes-là? Bon, je pense qu'aucun pays ne dispose... Est-ce que toutes ces personnes sont identifiées? Ils ont au moins une carte d'identité? Voilà, mais en fait, cette mesure ne concerne pas que les émigrants. Et quand on parle, on se focalise sur les émigrants. Même quand vous avez votre moto, on vous dit vous n'avez pas le droit de prendre quelqu'un derrière. Au moins vous avez votre moto, vous déplacez vous-même. Oui, mais même là, je pense que peut-être dans les propositions, on en parlera, peut-être qu'il vaut mieux revenir au port obligatoire du masque pour tout le monde, pour tous ceux qui sortent de chez eux, qu'ils portent forcément un masque, parce que c'est un peu ça l'objectif. Quand on décrit les émigrants, on parle aussi de tous les propriétaires de motos qui n'ont pas le droit. Peut-être avec le masque, la sécrétion dont il parle et tout ça, ça peut contenir un peu. Mais toutes ces mesures-là, en réalité, c'est pour limiter. Parce que quand il parlait du taxi, là où le siège sur lequel on est assis, ça aussi, ça peut contaminer. Quand on est sur la moto, parfois, il y a la salive, il y a les larmes et tout ça. Donc tout ça, ce sont des modes de contamination. Dans ces mesures-là, c'est pour limiter là où il y a des portes, essayer de fermer un peu ces portes-là pour que les contaminations soient limitées. Maintenant, les interdictions en soi sont une bonne chose. C'est vrai qu'on dit aux gens ne roulez pas le feu rouge, mais chaque fois il y en a qui brûlent le feu rouge. Mais il y a une bonne majorité qui respecte ça. Et donc, ça veut dire que quand l'État le dit et quand vous avez conscience que on me dit de ne pas prendre un émigrant pour telle raison, bon, là où je veux aller, est-ce que c'est si utile? Si c'est pas utile, peut-être je reste chez moi. Si c'est si utile, si je tiens à prendre un émigrant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il me faut peut-être le masque? Est-ce qu'il faut que j'oblige les émigrants que je vais prendre aussi à porter un masque avant de monter ça derrière? Ça commence pas à rentrer dans les habitudes. Voilà, donc là, quand vous êtes obligé de vous déplacer, bon, vous courez un peu un risque parce qu'il n'y a pas de risque zéro dans cette histoire. Nous qui sommes ici, qui parlons, nous sommes exposés. En faisant cette émission-là, on n'est pas sûr d'être protégés. Mais essayons un peu de suivre et le gouvernement n'a pas tort de sortir ces mesures-là. Après, ceux qui peuvent les respecter le feront pour eux-mêmes et pour les autres. C'est pas pour l'État. Puisque l'État, en le disant, est obligé de chercher les moyens aujourd'hui
pour accompagner ces gens-là qui pourront plus travailler en ce qui concerne les émigrants par exemple, parce que ça fait un manque à gagner, ils ne sont pas en activité, ils sont obligés de rester. Alors c'est un secteur assez important, c'est un secteur non seulement qui facilite le déplacement, mais qui contribue aussi à l'économie. Ce sont des acteurs qui paient leurs impôts et tout ça, donc c'est un secteur important. Le chef de l'État, lors de son discours la dernière fois, a touché un peu ce point et il a même dit que nous risquons de reculer. Voilà, donc c'est compliqué, mais j'espère que d'ici le 11, l'État va trouver les moyens pour accompagner les secteurs les plus touchés par ces mesures-là. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui oblige les autorités à prendre des décisions pour protéger la population. Nous sommes dans une situation aussi qui oblige les citoyens à ne plus vivre dans le même confort, confort entre guillemets, parce que c'est pas tout le monde qui est dans un confort, mais la situation que nous vivions avant est plus confortable que celle d'aujourd'hui, donc que les gens acceptent de vivre des jours beaucoup plus difficiles. Et ce n'est que comme ça, par la discipline, par la responsabilité, qu'on peut gagner du temps en espérant réduire les contaminations, en espérant qu'il y ait plus de guérison, parce que le Togo, Dame le soulignait tout à l'heure, est l'un des pays qui a quand même réussi pas mal de guérisons, 23 guérisons. C'est encourageant et on espère que les autres cas actifs, aussi une bonne partie de ces cas-là seront guéris. Maintenant, pour revenir un peu, on parlait des contacts entre-temps, c'est que selon les chiffres avancés depuis hier, il y a un peu plus de 1400 personnes qui ont été testées. Et c'est sur ces cas-là que nous avons 58 cas positifs. On peut déjà saluer le système mis en place donc par le Togo. Saluer tous ces comités scientifiques là, ce comité de crise et toutes ces bonnes volontés qui réfléchissent chaque jour, qui travaillent à l'ombre et qu'on ne voit pas à l'œuvre, tout ce personnel soignant là qui s'expose dangereusement et qui fait de son mieux donc pour que le mal soit contenu. On ne peut que souhaiter que ces mesures-là et que ces bonnes volontés-là soient accompagnées comme il le faut. Eh bien, parlons justement de mesures, Adam. Vous avez touché le sujet dans votre parution du jour. On peut lire à votre une Togo Covid-19, toujours sur une pente ascendante de la nécessité des mesures mieux préparées et plus adaptées. Oui. Vous savez, j'ai commencé d'ailleurs par aborder le sujet tout à l'heure en disant depuis, l'apparition du premier cas de Covid-19, il faut féliciter le gouvernement qui a fait pas mal d'efforts en prenant le mal par la racine. C'est vrai qu'il aurait pu faire mieux en mettant en place directement les dispositifs qu'il faut pour mieux donc mettre les gens en quarantaine pour ne pas aller vers l'auto-quarantaine qui n'a pas trouver efficacement son plan positif. Et je pense que au fil du temps, ces mesures-là sont corsées avec d'autres mesures. Et nous en sommes aujourd'hui au couvre-feu et également les mesures prises aussi dans les transports, notamment celles concernant les émigrants et même les transports routiers. Mais ce que nous avons constaté, c'est que toutes ces mesures-là, si on peut estimer que le couvre-feu aujourd'hui tant bien que mal essaie d'être respecté, minimum avec la mesure contraignante, la force qui est mise en place, on peut saluer déjà parce que d'autres l'appellent déjà mini-quarantaine. Parce que moi j'ai eu à l'analyser en disant que c'est une mesure salutaire parce que après le boulot, ce sont les soirées que d'habitude nous nous retrouvons autour des pots, que nous rendons visite aux proches, etc. Et cette mesure-là peut prouver son efficacité étant donné que les gens seront appelés désormais à ne plus faire ces mouvements-là lorsque vous sortez de chez vous, vous allez dans vos boulots, au travail, vous revenez, vous
vous revenez automatiquement à la maison parce que les tests ne vous permettent plus de vous balader. Mais au-delà de tout, lorsque nous prenons par exemple la mesure concernant donc les transports routiers et celle concernant réellement les émigrants, on constate que c'est une mesure qui n'allait pas prendre. Et d'ailleurs même, on craignait même des émeutes, ce qui est arrivé d'ailleurs même à Kara, où on l'a mis sur le dos de la mauvaise communication parce que cette ville-là n'était pas concernée, c'était le Grand Lomé qui était concerné. Mais en ce qui concerne même le Grand Lomé, on a constaté que la mesure n'était pas appliquée. C'est vrai que le dimanche, lorsque moi j'ai fait un petit tour, il y avait des agents de sécurité qui étaient donc au niveau des feux rouges et qui faisaient descendre automatiquement toute personne transportant donc un passager. Ça n'avait rien à voir, jamais la souligné tout à l'heure, ça n'avait rien à voir seulement avec les immigrants, mais toute personne transportant une personne sur la moto était appelée automatiquement à se défaire de cette personne-là et à aller seule. Mais on a constaté que lorsque vous prenez, bon, je ne sais pas avec quoi vous êtes moyen de locomotion, vous allez constater qu'il y avait dans les quartiers plein de immigrants qui prenaient les gens. Il suffit de le dire. Mais on a constaté que si cette mesure-là devenait assez lourde pour la population, parce que c'était la population qui payait avant tout le manque à gagner du Zémidiaman. Donc on a vu qu'on devait, c'est-à-dire que le choix de cette disposition-là va être un peu plus lourd à la population. Voilà pourquoi nous avons pensé que le gouvernement, au lieu d'aller à volo en prenant des mesures non préparées, parce que cette mesure-là, je peux la mettre dans une mesure non préparée, parce que avec ce retour en arrière qu'a fait le gouvernement, c'est-à-dire que la mesure n'était pas bien réfléchie, n'était pas bien pensée avant d'être prise. C'est vrai que la date du 11 est annoncée pour des mesures d'accompagnement. Je peux dire, hier moi j'étais avec des gens qu'on peut estimer plus proches de cette mesure-là, où on avait affecté des dossiers pour réellement faire un peu la cartographie de ceux-là qui sont concernés par cette mesure-là, pouvoir les prendre en charge. Mais moi je me dis aujourd'hui, même avec la prise en charge, est-ce que cette mesure-là peut monter son efficacité? J'en doute très fort, parce que les émigrants, lorsque vous les côtoyez un peu, vous entendez ce qu'ils disent. C'est vrai qu'on a demandé à chaque citoyen de faire des sacrifices en ce qui concerne dans cette guerre-là concernant le Covid-19. Il faudrait faire des sacrifices, mais je doute très fort que cette mesure-là peut prendre à combien. C'est vrai que nous n'allons pas mettre la charrue devant le bœuf en devançant le gouvernement en ce qui concerne la prise en charge ou du moins les mesures palliatives pour supporter un peu le manque à gagner dans ce domaine-là. Mais je pense que c'est une mesure, il faudrait mieux la repenser, mettre à disposition des éléments qu'il faut quand même, parce que je pense que qu'on prenne nos pays africains comme en Occident, je pense que les mesures barrières essaient de prouver leur efficacité. On a montré avec des pourcentages assez clairs que cette mesure-là a permis la non-contamination d'une part de la population. Mais l'autre aspect de la chose, c'est que vous allez constater que les forces de l'ordre de sécurité, pratiquement avec les praticiens hospitaliers, sont sur le même front. Aujourd'hui, c'est des gens qu'on laisse pour compte. Je pense que ces mesures-là qu'on met à la disposition, on n'en parle pas assez, parce qu'il faut le dire. Il faudrait quand même que ce corps de métier-là aussi puisse être pris en compte au même titre que les praticiens hospitaliers. On voit que c'est des cas chenés, souvent artisanaux, que ces forces de l'ordre de sécurité-là essaient d'arborer. Donc je pense que le gouvernement doit aller plus loin en faisant des choix politiques qui puissent prendre en compte ce corps de métier, parce qu'ils sont au même titre en contact avec des potentiels porteurs de virus, parce qu'ils vous parlent dans vos véhicules, lorsqu'ils ne sont pas protégés, ils sont contaminés. On l'a vu en France, le nombre de soldats qui sont contaminés sont énormes également. Donc je pense que c'est au vu de tous ces aspects-là que nous avions jugé bon de pouvoir donc rédiger ce article-là pour appeler le gouvernement à pouvoir prendre en compte tous ces aspects de la chose-là pour éviter à ce qu'ils soient des potentiels contaminés, qui iront après tout contaminer tout le garnison. Et je pense que c'est l'État qui sort fragilisé. Donc c'est vraiment un peu au titre de proposition, que pensez-vous que l'autorité puisse faire aujourd'hui pour diminuer le choc du Covid-19 dans le secteur privé surtout? Bon, je crois déjà que les grandes mesures ont été annoncées en ce qui concerne l'économie. Maintenant, on attend dans la pratique comment ça sera exécuté, parce qu'il s'agit beaucoup plus d'orientation. Mais les impacts que les décisions doivent avoir lieu seront jugés au cas par cas. Et donc déjà sur
les entreprises aujourd'hui, au niveau de l'OTR, il y a des décisions donc, qui sont prises pour qu'on arrête certains contrôles, pour qu'on envisage déjà les mesures qu'on peut proposer aux entreprises en général. Mais un accent particulier a été mis sur les jeunes entrepreneurs, donc ceux-là qui ont des structures les plus fragiles. Et donc on espère que là encore il faut un travail d'expert, parce que c'est vrai qu'on envisage des actions, mais concrètement elles ne sont pas précisées. Et donc on a vu les premières décisions qui ont été appliquées sont relatives d'abord à la diminution à la tranche sociale au niveau de l'eau, donc gratuité pour ceux qui consomment moins de 10 mètres cubes, enfin au plus 10 mètres cubes. On a vu après l'électricité aussi, donc les ministres et les DG, les ministres en charge du secteur de l'énergie, les DG de la CT, les ministres en charge de l'eau, les DG de la TDE, tout ça. Donc très rapidement, on explicité clairement comment cette décision de gratuité de l'eau et d'électricité allait se prendre. Maintenant, il y a un autre souci, c'est le problème des communications. Au niveau des transports, on a eu la réduction des prix des carburants hier, mais au niveau de la communication, il n'y a qu'aujourd'hui que les gens se déplacent moins, soit parce qu'ils respectent les mesures barrières, soit parce qu'ils sont conscients qu'en sortant plus, ils s'exposent plus. Beaucoup restent à la maison. C'est vrai, ils consomment l'électricité, ils consomment plus d'eau, mais aujourd'hui, presque tout le monde a un smartphone et les informations circulent beaucoup plus par les réseaux sociaux. Il faut être connecté et plusieurs Togolais se plaignent déjà. Donc du coup, de la connexion, il faut que l'État, pendant cette période-là où beaucoup de choses peuvent se faire à travers les réseaux sociaux et Internet, et que ce service-là soit disponible à un coût assez supportable, parce que l'État s'est rendu compte, comme tout ce qu'il n'y a plus d'entrée, parce que les activités sont ralenties, donc il n'y a plus beaucoup d'argent, et donc en ce moment on ne peut pas dépenser. Et il faut que l'État voit avec tous les acteurs qui sont dans le secteur de télécommunications, d'éthique, pour faciliter la vie aux utilisateurs en baissant considérablement le coût donc, de ces services-là. Pourquoi pas ne pas envisager des forfaits. Maintenant, en dehors de cela, il y a des mesures qui ailleurs font déjà leurs preuves. C'est le port de masque obligatoire. Et c'est vrai que les masques ne sont pas forcément disponibles. Et quand ils le sont, ils coûtent un peu cher, parce que vous avez des masques qui mangent. Que les bonnes dames, les couturières et couturiers ont pensé à oui, autre chose. Oui, je pense que justement c'est là où il faut y aller. Il faut encourager la production locale des masques, parce que ces masques-là sont aussi efficaces que celui que je porte, et même peut-être plus efficaces, parce qu'on peut le nettoyer après. On peut le laver à l'eau de javel et avec du savon et le réutiliser, ce qui n'est pas le cas avec ce masque-là que j'utilise. Donc, il faut encourager la production de ces masques-là par nos couturiers ici, par la bonne volonté, et rendre l'utilisation du masque obligatoire. On ne va pas attendre d'arriver à une situation avant de dire désormais ceux qui sortent doivent porter le masque. Donc, il le disait, ceux qui sont chargés de contrôler l'application des mesures doivent être d'abord les exemples, porter le masque, et après que tout le monde porte un masque, parce que ça nous évite, si nous sommes malades, de contaminer les autres, parce que nous avons un masque. Et contrairement à ce qu'il disait avant, que ça ne protège pas des contaminations, aujourd'hui des études ont montré ailleurs que ça protège aussi de la contamination, d'où le virement des autorités françaises dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, ça veut dire que nous n'allons pas attendre que les choses s'aggravent avant qu'on dise à tout le monde portez le masque. Il vaut mieux
qu'on le décrète maintenant, ça permet aussi de régler d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez des gens sur les motos, on dit ne montez pas sur les motos. Mais ils sont sur les motos, peut-être un a le masque ou parfois les deux n'ont pas de masque. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus exposés. Non seulement ils se touchent, après tout ce qui part de la bouche, des narines et tout ça. Donc le masque, on peut encore le porter. Et il y a une vidéo qui a fait le tour du monde. C'est la situation à Hong Kong. Donc avec les masques qu'ils portent. Et voilà un pays qui depuis 2 mois a pu stabiliser la maladie et qui n'a pas eu à prendre des mesures de confinement. Tout le monde va librement à ses occupations, mais tout le monde est obligé de porter le masque. Voilà. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est ça qui fait école un peu partout. Et il vaut mieux que nos gouvernants dévancent un peu les événements dans ce sens. Merci à vous, Germain, d'être passé dans cette émission. Adam Adjonou, merci à vous également d'être passé dans cette émission. Chers téléspectateurs, c'est donc fini pour l'actualité en débat de ce mardi. Rendez-vous jeudi prochain à partir de 10h. Au revoir.